cette institution, à cet organe-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union africaine prône notamment pour l'intégration régionale, d'accord, l'interconnexion entre les pays, d'accord, avec par exemple la zone de libre-échange interafricain par exemple. Donc tous ces mécanismes-là permettent au Gabon justement de faire mieux entendre sa voix, mais aussi de bénéficier de certains avantages qu'offre l'Union africaine. Donc comme nous parlons par exemple de certains avantages, comme vous le dites, quel est donc l'intérêt du Gabon de réintégrer cette organisation-là, sachant que le Gabon a été décrié de pays dictatorial ou encore de manque de démocratie par plusieurs... Non, on dira pas de dictatorial, mais plutôt autoritaire. Donc, on a parlé, mais là, c'était sous l'Ancien Régime. D'accord. Oui. Maintenant, on est revenu à l'ordre constitutionnel des institutions. D'accord. Ce qui fait que pour la crédibilité du Gabon, il est important que les institutions africaines ou sous-régionales auxquelles nous avons appartenu, nous fassions de nouveau preuve d'activisme, par exemple, sinon de militantisme. Il faut que nous soyons là, présents, nous montrons que effectivement le Gabon est de retour sur la scène internationale, sur le plan diplomatique. Et cela passe justement par ces sorties, ces voyages du chef de l'État, ces interventions qui permettent justement de porter haut la voix et la vision du Gabon. Très bien. Une plateforme aussi quand même donnée au président de la République pour faire asseoir sa légitimité. Mais bien sûr, on ne t'invite pas si tu n'es pas légitime. C'est pourquoi justement le Gabon avait été suspendu de l'Union africaine. Parce que le chef de l'État, le coup de libération, voilà, qui interdit d'ailleurs dans les statuts et règlements de l'Union africaine, d'accord. Donc il fallait encore là passer par la voie institutionnelle, qu'est l'élection présidentielle. C'est pourquoi, une fois élu, le chef de l'État a de nouveau toute la légitimité de pouvoir justement porter la voix du Gabon. Et cela passe par ce discours audacieux où il a appelé justement les pays africains à œuvrer ensemble, à acter véritablement la zone de libre-échange, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'échanger pour échanger, non. Il s'agit non seulement de mettre en place un organisme qui puisse faciliter la libre circulation des personnes, mais aussi des biens et des marchandises. Donc, c'est le cadre idéal, le cadre privilégié pour pouvoir justement venir exposer la vision du Gabon sur ces genres de questions. Très bien. Donc, Monsieur Ayrton Senna, tout à l'heure, lors de votre prise de parole, vous disiez que le Gabon avait été suspendu à un moment donné de l'Union africaine dû au coup de libération, un acte qui est condamnable par les textes régissant cet organisme continental. Est-ce que le Gabon finira par retrouver ses lettres de noblesse dans cet organisme-là, sachant que le Gabon était quand même un pays assez important du point de vue du vécu d'Aïe. Il faut dire, moi je pense même que le Gabon ne va pas retrouver, le Gabon va renforcer. Très bien. D'accord. Parce que tu vois, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un de clair. Lui, il donne les aspirations. On a encore pu le constater durant le week-end, lors de sa prise de parole. Il a donné la vision du Gabon, qui passe par une interconnexion entre les pays. Parce que lui, il met en avant le fait que les populations africaines doivent arriver au point où elles s'autosuffisent, sans regarder l'extérieur. Mais cela passe par quoi? Par des infrastructures, la construction d'infrastructures qui puissent facilement permettre à ces populations de subvenir à leurs propres besoins, afin que ces infrastructures-là puissent aussi créer de l'emploi, puissent connecter les pays entre eux, afin que pour ne pas aller par exemple au Maroc ou bien en Centrafrique ou bien, même en Afrique du Sud et tout, il y a des complications dans le domaine du fret, donc de la marchandise, du transport des personnes et tout. Donc, c'est cette interconnexion entre les pays de l'Afrique qui va faire en sorte que l'Afrique soit grande. Or, en réalité, c'est un projet qui date de Mathusalem. En un certain temps, on a entendu parler des États-Unis d'Afrique. Avec le feu Kadhafi. Donc, moi, je pense que c'est un réel projet. C'est pour cela Kémy Séba parle, par exemple, de africapitalisme. Donc, mettre l'Afrique d'abord en avant. Exact. Donc, c'est ce genre de sujets, ce genre de questions sur lesquelles s'appuie justement le chef de l'État pour mettre en avant la vision du Gabon. Donc, mais sinon, M. Senna, au cours du week-end, après l'exposition de différents chefs d'État
à ce sommet-là, à Malabo. Est-ce que là, on n'assiste pas à une révolution du point de vue géostratégique et géopolitique de l'Afrique? Ben justement, la position du Gabon, sinon de l'Afrique, est qu'elle se développe par elle-même, mais avec l'aide de l'autre. D'accord? Ça veut dire que quand on voit la tendance, surtout des pays anglophones, c'est maintenant que les pays francophones peut-être prennent le pas. Mais si tu vois, Remarque fait un constat, tu verras qu'effectivement, les pays les plus développés en Afrique sont les pays anglophones. Anglophones, exact. D'accord? Maintenant, il y a 5 ans, 10 ans, les pays francophones maintenant ont commencé à comprendre qu'effectivement, il est nécessaire que l'on puisse mettre en place des mécanismes, sinon il y a une rupture des partenariats, des diplomaties qui en réalité sont des désavantages pour ces pays francophones. C'est ce qui se passe par exemple lorsqu'on parle de la transformation locale des minéraux. C'est une rupture, sinon une nouvelle, c'est un renouveau, c'est une nouvelle façon de faire de la diplomatie. Donc, prôner pour l'économie nationale, pour une économie africaine qui soit solide, robuste, il n'y a pas de mal à cela. Mais aussi pour faire asseoir, par exemple, finalement, l'indépendance totale de mais l'Afrique oui, par rapport aux Occidentaux. Mais bien sûr, c'est ce que craignent en réalité les Occidentaux, que l'Afrique soit active, que l'Afrique vive par elle-même, que l'on ne dépende plus de ces Occidentaux. Une fois que l'Afrique va arriver à ce niveau, où elle va dépendre maintenant que d'elle-même, je t'assure que les Occidentaux qui ont commencé par comprendre et qui comprennent que la nouvelle génération des présidents chefs d'État actuellement ont ceci de particulier, c'est qu'ils mettent en avant la souveraineté économique nationale. Il faut d'abord que toute richesse finalement soit exploitée, soit transformée, participe au développement du pays d'abord, donc du développement de la population. Or, ce que veulent les Occidentaux, c'est quoi? C'est qu'on continue à dépendre d'eux. Très bien. Simplement. Et donc, M. Ayrton, pour terminer avec ce sujet-là, l'Afrique est dans tout le monde entier. Est-ce que finalement, et au vu aussi de la lecture géopolitique, géoéconomique et géostratégique de l'heure actuelle, est-ce que les présidents africains ne devraient-ils pas saisir cette phase-là et de faire asseoir maintenant l'indépendance africaine, la notoriété africaine et de faire de l'Afrique ce continent de rêve? Mais bien sûr, le chef de l'État lui-même l'a dit même lors de son discours avec Donald Trump. Il a dit l'Afrique n'est pas un continent pauvre. Très bien. C'est clair. Nous avons des richesses, sauf que ces richesses participent à la création d'emplois et au développement des pays occidentaux. Donc ne nous enrichissent pas sur le plan matériel. D'accord? Or, les chefs d'État qui sont porteurs d'une vision nationaliste, souveraine, sont les plus persécutés par exemple. Oui, exact. Tu vois, là, simple, j'ai écrit une tribune récemment où j'interpelle, j'anticipe déjà sur le blocus qui risque d'être fait au niveau du Gabon et au chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema à cause de la décision courageuse de transformer localement les minéraux. Je t'assure, c'est une décision qui va énormément faire bouger les choses. Parce qu'au niveau du Gabon, ce sont des milliers d'emplois, mais qui seront perdus au niveau de l'Occident. D'où justement, ce genre de politique met en mal les pays occidentaux parce qu'ils comprennent que grâce à ces mesures-là, les chefs d'État africains ont compris une chose, c'est que nous allons nous développer grâce à nos propres richesses. Très bien. Nous avons compris, du moins nos autorités ont compris que nous allons nous développer par nos richesses à nous-mêmes. Et donc, chacun embrasse dorénavant une carrière politique assez précise et avec une vision bien définie. Merci, Monsieur Omongo, pour ce décryptage portant sur le retour du Gabon de façon, on va dire, officielle sur l'organisme international de l'Union africaine. Alors, nous parlons maintenant d'une décision qui fâche actuellement. Ça court un peu, ci et là, c'est la suspension des bourses d'études vers les pays occidentaux. Et donc, avant le décryptage de cette actualité, regardons ensemble ce reportage de nos confrères de Gabon 24. Puis nous revenons. Je suis avec mes deux enfants et je fais la demande en ligne.
Et ça n'a jamais abouti. Pas de bourse pour les États-Unis, la France, le Canada. Répondant à la sollicitation de nombreux Gabonais sur la question de l'attribution des bourses à l'étranger, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas tergiversé. Aucune attribution ne sera effective pour le compte de l'année 2026 dans les pays où les frais de scolarité sont élevés. Outre cet aspect, selon le président de la République gabonaise, plusieurs compatriotes font le choix de ne plus rentrer après leur formation. Des choix préjudiciables pour le Gabon qui perd des élites devant participer à sa construction. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, il n'y aura pas pour le Canada, parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité, ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Il vous l'a dit. Ils ne reviennent jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme. Il veut vivre, on le paye mieux. Donc, à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? Désormais, la donne a changé. Attribuer les bourses aux étudiants gabonais vers des pays aux tarifs avantageux tout en tenant compte de l'adéquation formation-emploi. On préfère donner la bourse à quelqu'un qui va au Sénégal, au Ghana, au Maroc, parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Donc, si vous avez des enfants, orientez vos enfants vers le Sénégal, le Maroc, et ils vont revenir, ils auront des bourses. Parce que tous ceux qui ont la bourse ici ne reviennent pas. Et grave encore, c'est que vos enfants, ils ont double nationalité. Je veux bien, c'est des Gabonais, mais c'est aussi des Américains. Donc si le Gabon ne fait pas sa part, l'Amérique fait sa part. Pourquoi vous voulez avoir deux bourses sur le même enfant? Si des mesures ont été prises, ces changements ont pour objectif de s'adapter aux réalités économiques actuelles du pays, mais surtout d'optimiser les dépenses de l'État gabonais. Alors, M. Omongo, que dire donc de cette décision de la suspension des bourses pour les pays occidentaux et américains à coût fallacieux? Que c'est une décision juste ou injuste? Moi, je dirais même que c'est une décision courageuse, Très bien. audacieuse. Très bien. Oui, parce que, tu sais, déjà on s'interroge sur la valeur, qu'a encore la valeur, l'engagement décennal, sinon quinquennal maintenant. Donc c'était quinquennal autrefois. Vos quinquennal, maintenant, voilà, là, c'est décennal. décennal. Ouais, exact. Quelle est encore la véritable valeur de cet engagement? Parce que cet engagement nous oblige, à la fin de nos études, de venir travailler au Gabon. Certains vont dire, oh oui, mais il n'y a pas l'emploi, machin et tout. Mais justement, si vous ne revenez pas, vous prenez déjà comme échappatoire le fait qu'il n'y ait pas des institutions d'emploi et tout, je crois que c'est un faux débat. Quand en réalité, nous-mêmes, nous sommes aussi des employeurs. Très bien. Nous-mêmes, nous pouvons nous auto-employer. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de simple. Je fais telle activité. Est-ce que la bourse dont j'ai bénéficié, je suis allé faire les études pour ça? Déjà, première chose, il y a certains de nos compatriotes qui vont à l'étranger. On envoie par exemple pour faire génie civil. Or, nous faisons génie civil au Gabon. Oui. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la plus-value d'octroyer une bourse à quelqu'un qui va aller faire, par exemple, QHEC, alors qu'il y a des instituts qui font QHEC au Gabon. D'accord. Ça revient à moins cher. Mais bien sûr. Et puis, le président est clair. Ce n'est pas une décision contre les étudiants gabonais. Non. C'est pour le Gabon. C'est une décision pour le Gabon. Parce que c'est une mesure d'abord stratégique. Très bien. Il s'agit ici de diminuer les dépenses annuelles entre 30 et 50 milliards même annuels pour des bourses d'études qui finalement la plupart de ces personnes-là, à 80% au plus, ne reviennent plus au Gabon. D'ailleurs, Donald Trump, le chef de l'État américain, l'a dit, que certains compatriotes, de vos compatriotes qui viennent pour les études, finalement ne reviennent, ne rentrent plus chez eux. Mais c'est clair, ça veut dire qu'il y a une fuite des cerveaux. Mais cette décision aussi va venir faire blocus, obstacle à la fuite des cerveaux. Ça veut dire que lorsque je vais maintenant m'engager à prendre une bourse, je sais qu'au retour, il faudra que je revienne au Gabon. Et on le voit avec ces étudiants qui vont au Sénégal, au Maroc, au Mali, au Ghana, au Nigeria. On voit bien qu'à la fin de leur cursus scolaire, ils rentrent au Gabon. D'accord? Donc, c'est une décision audacieuse pour ma part. Et donc, si il faudrait, par exemple, continuer à subventionner les études dans ces pays-là, est-ce que l'État ne devrait
faut-il pas mettre un accent particulier maintenant sur l'engagement décennal? Mais juste faire appliquer ce oui, engagement. justement, tu sais, on a de beaux textes, mais c'est l'application souvent qui fait défaut. Très bien. D'accord? Ça veut dire que même l'ANBG devrait être le gendarme même des étudiants qui ne respectent pas l'engagement décennal. Ça veut dire que l'ANBG, au bout d'un moment, lorsque on a octroyé les bourses, par exemple pour X ou Y, au bout de 5 ans, lorsqu'on constate que ce dernier, qui a déjà par exemple soutenu, n'est pas rentré au Gabon, tout de suite, on pourrait même... traquer. Mais oui, on devrait même rester en justice ce dernier. Parce que l'engagement, c'est la signature. Je m'engage. C'est clair. Et il y a une signature, il y a le cachet. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'est engagé, c'est vous-même qui avez pris la décision de m'engager, de vous engager pour revenir au Gabon, travailler pour le Gabon. Revenez d'abord pour travailler revenez d'abord au Gabon avant de dire qu'il n'y a pas le travail. En réalité, les étudiants, à la fin de leur cursus, qui sont à l'étranger, devraient d'abord revenir au Gabon. Très bien. Solliciter des emplois, solliciter et tout et tout. Et dans le cas où il n'y aurait pas, là au moins vous faites un rapport à la NBG peut-être. Je suis rentré depuis. Par exemple, j'ai même décidé aussi de faire dans le domaine de l'entrepreneuriat, Voilà. dans le domaine de subventions. Réorientez-moi Mais par rien, exemple. ouais. Mais voilà. Donc c'est une décision aussi qui est salutaire. Pourquoi? Parce que ces milliards-là vont être réinvestis pour la construction des infrastructures qui manquent par exemple au Gabon. Aujourd'hui, on se plaint du manque d'universités publiques. Mais la masse allouée, envoyée à l'étranger pour les bourses, il ne s'agit pas seulement des bourses, il s'agit même des frais de scolarité qui sont pris en charge par le logement même. Ben oui, par le Gabon, les frais d'hébergement et tout. D'accord? Donc, il est important aujourd'hui de réinvestir stratégiquement tous ces milliards-là dans la construction des infrastructures, des universités, des institutions qui en réalité peuvent servir sur le plan national. Ce sont des milliards et des milliards qui vont à l'étranger, qui profitent à d'autres pays au lieu de profiter au Gabon. Tu vois un peu? Donc, on devrait aussi contrer, c'est une manière de contrer la fuite des cerveaux. Oui. On l'a dit tantôt, c'est une manière de contrer véritablement la fuite des cerveaux. Que ceux qui sont formés grâce à l'argent du contribuable gabonais rentrent pour servir d'abord la nation. Très bien. Et nous pensons aussi humblement, peut-être que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui le système éducatif gabonais ou encore le système universitaire ne soit pas qualifié, identifié comme étant l'un des premiers systèmes en Afrique, parce que, exemple, à chaque fois on envoie ailleurs pour aller se faire former, c'est le synonyme qu'il n'y a pas de compétences pour former. Oui, on pourrait croire qu'il n'y a pas de compétences pour former. Or, en réalité, il y en a, puisqu'au Gabon on forme jusqu'au doctorat. Très bien. Ça veut dire qu'il y a des compétences. Maintenant, le problème, ça veut dire qu'il faut accentuer la construction des infrastructures. Ce sont les infrastructures simplement. Si aujourd'hui, il y a des élèves qui viennent apprendre au Prytanée militaire, qui reviennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc pour venir apprendre au Gabon dans le Prytanée militaire, parce que c'est une infrastructure d'excellence. C'est parce que c'est une infrastructure moderne. C'est une infrastructure qui a été construite. Donc, cet argent-là devrait servir justement, devrait être réinvesti dans la construction d'infrastructures d'enseignement supérieur, des lycées et collèges. On se plaint par exemple que oui, il n'y a pas de tel collège ou bien il n'y a pas d'université qui fasse pléthorique à l'université, par exemple au Grand Portail. Cette année encore, ce sont des milliers de bacheliers qui vont s'asseoir où? Bon, maintenant, comment on fait pour construire ces universités si à chaque fois, annuellement, on dépense jusqu'à 50 milliards. Et pour renforcer cette mesure-là, cette mesure courageuse prise par le chef de l'État, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la visite d'inspection qui a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur au niveau de Mouila. Parce que là-bas, effectivement, il y aura une université qui doit sortir de terre. Mais pour qu'elle sorte de terre, il faut quoi? Les finances. Et comment avoir les finances? Par ce genre de mesures, simplement. Ouais, c'est assez vraiment, j'apprécie l'expression que vous avez utilisée dans le qualificatif, si je peux dire ça comme ça, de la décision. Je vais proposer juste ou injuste. Et vous avez dit non, moi je dirais pas juste ou injuste, moi je dirais plutôt stratégique. Bien sûr. Et vraiment, on voit bien on voit la dimension stratégique donc de cette mesure. Merci, Monsieur Ayrton Senna. Donc, il faut juste rappeler que c'est pas une décision
contre les étudiants gabonais. Ce n'est pas une décision contre les étudiants gabonais, c'est une décision pour les étudiants gabonais, pour le Gabon. Donc, ce n'est pas une décision contre les étudiants gabonais, mais c'est une décision pour les étudiants gabonais, a dit M. Ayrton Senna. Merci. Alors, donc rien à voir avec ce qui précède. Nous parlons maintenant éducation, nous parlons plutôt élection présidentielle. Et cette fois-ci, nous allons hors de nos frontières. M. Ayrton Senna, on l'appelle le dinosaure de l'Afrique centrale, décide donc de se prononcer candidat à les prochaines élections et à sa propre succession. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Oui, mais le Cameroun, c'est le Cameroun des grandes ambitions. Mais là, on ne sait pas si c'est encore des grandes ambitions oui. ou bien des longues ambitions. Parce que tu vois, c'est nos compatriotes, nos frères camerounais que l'on aime bien, qui sont d'ailleurs en forte communauté au Gabon, Oui. que l'on salue au passage, s'amusaient souvent à nous taper du pion. Pour dire oui, au Gabon, vous ne connaissez que Oumar Bongo, vous n'avez connu qu'une seule famille et tout et tout. Ben, mes chers compatriotes, mes chers amis africains, aujourd'hui, ça fait plus de 42 ans que M. Paul Biya est chef d'État, 92 ans d'âge, donc bientôt un centenaire. Oui. Ouais. Il a vu les chefs d'État gabonais passer, donc c'est succédé. Donc on s'interroge maintenant sur la capacité justement de Paul Biya à pouvoir diriger, gouverner le pays qui est quelque peu fracturé entre la partie anglophone et la partie francophone. Déjà, il y a ça. Deuxième élément, c'est dire que on parle d'alternance au pouvoir. Je vais revenir sur ça parce que, tu vois, une fois de plus, les pays francophones ont ce problème d'alternance au pouvoir. Les pays anglophones sont très avancés par rapport à nous à cause de ça. Notre démocratie qui veut que ce soit une seule famille, une seule personne qui dirige le pays pendant plusieurs années. Or, dans les pays anglophones, vous n'allez pas voir ça. Parce que l'alternance est un principe démocratique. Très bien. Au pouvoir, bien sûr, un principe démocratique. Ce qui fait que lorsqu'il y a alternance, il y a des nouvelles idées qui se mettent en place et qui finalement, chacun vient faire son petit métier. Or, au Cameroun, plus de 40 ans au pouvoir, il y a eu des avancées significatives. On le voit, on le constate, c'est normal. Les infrastructures qui sont mises en place. Mais sauf qu'au bout d'un moment donné, il faut savoir laisser la place. Très bien. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que même les opposants à M. Paul Biya sont persécutés, sont condamnés. Donc finalement, on tombe dans les travers à l'africaine, à la politique sous les tropiques. Ce qui n'est pas du tout normal lorsqu'on veut créer un continent qui se développe par lui-même, qui s'autosuffit. Il n'est plus, je n'ai rien contre M. Paul Biya. Non, ce n'est pas... Exact. Ce n'est qu'une analyse. Voilà, ce n'est qu'une analyse. Qu'il est temps, certainement pour M. Paul Biya, de se reposer. Très bien. Donc, parce que il y a depuis 3-4 ans, on a l'impression qu'il a même disparu, par exemple, de la scène médiatique, bien, de la couverture médiatique. C'est clair, les bruits de couloir le montrent, et même aussi les médias le montrent. C'était quelqu'un qui était aussi présent devant les caméras, mais depuis un temps, 2, 3, 4 ans à peu près, il a disparu de la scène. Voilà, médiatique. sur le terrain, voilà, on ne le voit plus que pour les cérémonies officielles, pour les cérémonies d'inauguration et tout. Mais sur le terrain, pour suivre les chantiers, c'est 92 ans. C'est pas 9 ans, hein. C'est pas 9,2 ans, non. 92 ans, c'est un homme qui va au centenaire. Au centenaire, exactement. Donc, il est important de savoir laisser la place aux autres. C'est important. Oui, vraiment, c'est très important. Comme nous avons regardé il y a quelques mois en arrière l'une de ces sorties où il était tenu par des personnes pour pouvoir marcher. Ces aides de camp, oui. Voilà, ces aides de camp, on se demande si réellement c'est encore objectif de se présenter. Bon, tant que la Constitution n'interdit pas, la Constitution n'interdit pas. Apparemment, au Cameroun, la Constitution permet voilà. Mais sauf que, humainement, d'accord, je ne sais pas qui l'a conseillé, mais humainement, je vois un président affaibli. Je vois un président qui, en réalité,
devrait déjà se reposer. Il a fait sa part. Exact. Le Cameroun, il a pu amener le Cameroun là où il a pu emmener. Je crois qu'il est temps, cette fois-ci, de passer le relais. Très bien. Il est temps, cette fois-ci, de passer le relais, le flambeau. Et M. Erson Sena, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en réalité, c'est un mal qui gangrène l'Afrique francophone. Mais qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène-là que les chefs d'État francophones, une fois arrivés au pouvoir, ils ont du mal maintenant à laisser ce fauteuil prestigieux? Mais ce sont déjà les intérêts. Les intérêts personnels, les intérêts des pays avec lesquels ils signent certains partenariats tenus secrets. Tu vois, c'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire, tu prends M. Alassane Ouattara, qui actuellement, l'on va dire, n'a quasiment pas d'opposants face à lui, parce que lorsque tu rends Guillaume Soro inéligible, comment il s'appelle, Laurent Gbagbo inéligible, Tidjane inéligible, donc face à toi, il n'y a plus que du vent. Donc, toucher quand on goûte au pouvoir, lorsque on voit ce que le pouvoir nous donne comme avantage, les pays, on n'a pas quasiment la même mentalité des pays anglophones, parce que lorsque on goûte au pouvoir, on goûte aux avantages du pouvoir, on a souvent du mal à laisser le pouvoir nous échapper. Donc, avec ces intérêts personnels que l'on signe, lorsqu'on voit des milliards qui défilent, lorsqu'on a ces prestigieux avantages d'être en cortège, de participer à des événements à travers le monde, de bénéficier des intérêts, sinon des avantages inestimables. Je crois que certains présidents prennent la grosse tête et finalement oublient que c'est le peuple qui a fait de ce qu'ils sont. Très bien. Et nous pensons aussi, par exemple, que M. Sena, les présidents africains de l'Afrique francophone devraient de plus en plus être imprégnés de ce système démocratique. Mais bien sûr, je crois que il est temps que les présidents africains en général et francophones en particulier comprennent le bien fondé de l'alternance au pouvoir. Ça veut dire que c'est le peuple qui t'a mis là. Il faudrait que tu comprennes que lorsque le peuple a décidé que tu as fait ta part, quelqu'un d'autre peut gouverner, il est primordial de comprendre, je reviens, j'appuie, j'accentue sur ça, de comprendre que le pouvoir du peuple reste au peuple. C'est le peuple qui décide. Si le peuple veut que M. Paul Biya ne soit plus là, ou bien X ou Y, il faut laisser le peuple, la voix du peuple s'exprimer. Or, qu'est-ce qu'on constate? Tripatouillage. Manipulation des urnes, manipulation des résultats. Et finalement, on rentre dans un cercle où, autour de nous aussi, il y a certains qui bénéficient de ça. Et finalement, on est gangréné et on a peur maintenant de sortir, de laisser le pouvoir. Sinon, ceux qui sont aussi autour de nous risquent de tomber, risquent d'être poursuivis en justice, par exemple. Et c'est malheureusement le mal qui gangrène surtout l'Afrique francophone. Et c'est ce mal aussi qui nous empêche, par exemple, de concurrencer avec d'autres continents, tels que le continent américain ou encore asiatique. Oui, mais qui nous empêche déjà même de concurrencer avec les pays anglophones qui sont en Afrique. Justement, ouais, très Quand bien. tu prends le Rwanda, tu prends le Kenya, tu prends l'Afrique du Sud, tu prends le Nigeria. Et même le Mozambique, d'ailleurs. Même le Mozambique. Fais-y un tour. Moi, j'étais en Éthiopie. D'accord, lors d'un récent voyage il y a 4-5 ans. Mais je t'assure que le développement qu'il y a un contraste quand tu arrives déjà à l'aéroport et tout. C'est pour ça que je loue vraiment la mesure du chef de l'État de Libreville 2 parce que les infrastructures qui y sont, tu te demandes, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour arriver à cette dimension? Donc c'est essentiel effectivement que les présidents francophones comprennent la nécessité d'alterner le pouvoir. Donc, ok, merci beaucoup, Monsieur Ayrton Sena. Nous n'allons pas nous étendre davantage et nous allons mettre un terme à cette partie de décryptage, d'analyse, de commentaires de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez tiré ample connaissance au sujet des suspensions des bourses vers les pays occidentaux et américains coûteux, que vous avez tiré aussi beaucoup de substances dans l'actualité portant sur l'intégration officielle, mais dans la réintégration, si on peut dire ça comme ça, du Gabon à l'Union européenne, puis pour la candidature de M. Paul Biya en octobre prochain.
Merci, Monsieur Ayrton Senna. C'est moi qui te remercie. Alors donc, nous marquons cette transition avant de partir au Focus People avec ce qui fait le buzz et les bons plans. Nous marquons cette transition avec la minute des grandes assises de la jeunesse gabonaise 2025, 4e édition, avec ce spot publicitaire. Regardons. Sous le haut parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Wabuna, la Synergie nationale des jeunes cadres et l'Appel des Neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques. Du 1er au 25 juillet, le Forum des innovations de la jeunesse. Le 26 juillet, le Gala de la jeunesse entreprenante. Le 2 août, le Big Match national. Le 3 au 30 août. Du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. Deuxième partie de notre émission, c'est le Focus People avec les bons plans et ce qui fait le buzz. Et cette rubrique est animée par mademoiselle, j'y arrive, Suzanne Nanette Olagué. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Teddy. Comment ça va? Je me porte très bien, merci. Très rayonnante aujourd'hui. Souvent c'est comme ça. Début C'est de la lundi. semaine, choco quand même. Les lundis, je suis rayonnante. Good. Alors, donc nous sommes avec vous pour les bons plans et ce qui fait le buzz. Alors, qu'est-ce que vous avez concocté aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un seul des sociétés, la réussite, la pression sociale au niveau de la réussite chez les jeunes. La pression sociale au niveau de la réussite chez les jeunes. D'accord. Voilà. Félicitations à nos nouveaux bacheliers, 60 des crédits, on couvert 60 des crédits maintenant. Je tiens à rappeler que cette année, le Gabon a fait 76,98% de réussite avec 26% de candidats ayant, non 26,5% candidats ayant pris part au baccalauréat 2025. Du coup, nous avons 30,24% qui ont été admis d'office, 46,74% d'admissibles, tandis que 23,2% n'ont pas franchi la cape cette fois-ci. Mais je tiens à rappeler que la vie n'est pas une course, chacun avance à son rythme. Si vous avez échoué, c'est pas grave. L'année prochaine est là, retentez vos chances, vous allez forcément gagner. Un peu de concentration, un peu de prière, beaucoup, vraiment beaucoup de suivi, ça va aller. Alors, on rentre dans le vif de nos sujets aujourd'hui, Monsieur Teddy. Très bien. Dans notre société, la réussite des jeunes est souvent perçue à travers un sprint digital, c'est-à-dire, comment te dire ça de façon simple pour que nos internautes puissent comprendre. On juge les jeunes selon leur manière de se comporter, leur manière d'agir, leur manière de faire. Très bien. La vie fait le moine. Voilà. Cette pression sociale pousse beaucoup d'entre eux à se conformer à des modèles uniques de succès au risque de perdre de vue leur véritable potentiel. Pourtant, la prospérité d'un pays ne repose pas seulement sur des chiffres ou des diplômes, mais sur la qualité de sa jeunesse, sa capacité à assumer ses responsabilités, à faire preuve d'audace et à innover. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont, au centre de l'intérêt parce qu'ils estiment que avoir réussi, c'est être dans un bureau. Avoir réussi, c'est être assis avec une veste. Avoir réussi, c'est être véhiculé. Mais je pense que ceux qui font l'agriculture, qui sont dans la boue,
ont aussi leur part de responsabilité. Parce que pour moi, j'estime que c'est un métier comme tout autre en fait. On estime pour la jeunesse d'aujourd'hui, il faut forcément être dans un bureau, il faut forcément être en costume, en cravate, bien à l'aise, alors qu'il y a plusieurs métiers qui offrent plus d'opportunités de réussir rapidement. Est-ce que là, Suzanne, vous nous invitez à aller faire maintenant, à devenir des agriculteurs? Bien sûr, pourquoi pas. D'accord. Tant qu'on a notre bout de pain, ça suffit. Très bien. Comment dirais-je, je veux ajouter pour dire aujourd'hui, nombreux jeunes démontrent leur engagement par des initiatives créatives, des projets audacieux et un désir sincère de contribuer au développement de leur communauté et de leur pays. Il est donc essentiel de repenser notre regard sur la réussite et d'accompagner cette nouvelle génération en lui offrant les outils, la liberté et le soutien nécessaires pour s'épanouir pleinement. En libérant les jeunes des carcans sociaux qui freinent leur expression, nous construisons ensemble une société plus inclusive, dynamique et tournée vers l'avenir. C'est ainsi que je profite pour dire aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, ne dormez plus, levez-vous. Vous avez des projets, vous avez des initiatives, proposées. On ne sait jamais. Peut-être que la police des réseaux peut vous localiser pour un appel à la présidence ou alors un appel dans une structure. On rentre dans le sujet buzz. Très bien. Buzz, on y va. Ah, ma partie, il faut faire. L'argent, t'es dit. L'argent. Pas l'argent en ce monde. Moi, j'aime l'argent. Bah, tout le monde aime l'argent. Comme moi, j'aime l'argent. Nous regardons sur la page de mais qui est-ce qui se passe en République gabonaise où une jeune fille a écrit, a posté « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma mère a envoyé mon petit frère Maboul. » Ah, comment? Tu te voulais poser que c'était Maboul. Maboul aussi faire le dépôt de 103 000. Mais je ne sais pas comment il l'a fait. Pourtant, on a dit le nom à l'enfant, mais le Maboul de 19 ans là, depuis là, on ne sait pas. Donc, on tient à préciser que l'enfant qui est parti faire le dépôt a 19 ans. Ça rend certes depuis qu'il est Maboul. Mais il a envoyé 103 000 ailleurs. Il n'a pas eu le bac aussi, lui, quand même. On ne sait pas, sûrement il n'a pas eu le bac. Sûrement, on ne sait pas aussi. Du coup, il a fait le dépôt de 103 000 et la toile est en flamme, en fait. La toile se demande comment un enfant de 19 ans peut faire ce genre de choses. Comment. Mais le commentaire qui m'a le plus choqué, monsieur Teddy. Non, dites-nous. C'est le commentaire de Sa Majesté Odimba qui dit « Vous appelez taper le diable. Daniel t'a demandé de lui faire le dépôt. » Donc, il y a une personne qui est Ronel Rebelle qui a dit « Mieux vous me tapez le diable. L'argent est déjà dans mon ventre. » Le Gabonais avec l'expression « taper le diable pour résoudre les problèmes ». Il a fait le dépôt de 103 000. C'est parti chez quelqu'un d'autre. La personne a retiré automatiquement. Et les Gabonais suggèrent aux concernés de taper le diable pour récupérer son argent. Monsieur Teddy, que devez-vous faire à sa place? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'erreur est humaine. On peut commettre une erreur sur un chiffre et simplement demander l'annulation de la transaction. Mais puisque l'argent a été retiré directement, c'est une erreur et on assume. Que pensez-vous de ce monsieur d'abord qui a retiré les 133 000, sachant qu'il savait que ce n'était pas pour lui? Mais il faut aussi dire que peut-être ce monsieur a prié depuis 6 mois, 18 mois. Il a demandé à Dieu de l'aide et il voit son compte être crédité de 103 000. Il s'est dit, mais Dieu a exaucé ma prière. Donc par moment, nos actions bénéficient aux autres. Par moment, nous sommes des canaux, je voulais dire, de prospérité ou de bénédiction des autres. Mais cela s'effectue par des petites erreurs que la nature prévoit une fois. Ne penses-tu pas que c'est de la mauvaise foi quand même? 103 000, tu retires, tu casses, tu retires la SIM aussi parce qu'apparemment la SIM aussi du concerné est injoignable. Donc ce qui veut dire qu'il a retiré, soit il a cassé la SIM, soit il a enlevé la SIM du téléphone. Je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi parce que quand même les temps sont durs, 103 000, moi quand même, pour être honnête, si j'avais aussi 103 000 et que la personne s'était trompée, j'allais dire à la personne que maman négocie, je ne t'envoie pas les 103 000, je t'envoie une partie. Parce que là, les temps sont durs. Tu vas me faire bourrer d'espoir. Mon téléphone sonne, que c'est à telle monnaie, et tu estimes que je vais t'envoyer les 103 000. Non, on négocie. Soit on fait 50, soit tu prends 20 et je prends le reste. Tu choisis. Bon, t'es dit. Ouais, vraiment, c'est peut-être ce conseil vraiment que nous avons laissé entrevoir dans notre mémoire, celle de pouvoir laisser la possibilité de trouver une négociation, ne pas retirer sa carte SIM, la briser pour être injoignable et dépenser l'argent comme ça. Merci Suzanne donc pour ce beau plan et ce qui fait le buzz. Avant de partir sur votre sujet société, voilà, nous allons marquer une petite transition rapidement avec la question du jour. La question du jour
est la suivante. Que pensez-vous? Ah non, pardon. Pensez-vous que le bac soit encore un diplôme prestigieux? Donc, des tentatives de réponse sur cet élément de micro-trottoir de notre La Salade. Tommy, regardons. Ma part, je crois que le bac n'a plus la même valeur. Autrefois, le bac était porté sur une connaissance avérée. Mais aujourd'hui, on constate que l'école n'a plus ces valeurs-là. Et beaucoup des enfants n'apprennent plus pour le plaisir d'apprendre. C'est justement, ils sont rentrés dans la dépravation, le sexe, la boisson. Et ces enfants-là, dès qu'il y a un petit examen, ils sont dans les bars. En fait, nous, à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque des années 2000, 2001, 2002, 2003, c'était le vrai bac et c'était la vraie connaissance. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Le conseil peut dire quoi? Ils ont le bac, mais ils vont aller dans les écoles professionnelles ou à l'UEB. Il n'y a que ça comme conseil. Bon, aujourd'hui, on constate que le bac, aujourd'hui, il y a l'évolution. Parce que vraiment, les dispositions prises déjà au niveau des examens sont déjà à féliciter. Et puis, mon principal objectif, c'est de féliciter d'abord aussi tous les bacheliers de cette année. Et puis, vraiment, on félicite ces étudiants, ces bacheliers, afin de pouvoir s'adapter dans tous les domaines particuliers. Dans les domaines, dans ce sens qu'ils doivent s'impliquer, non pas seulement dans le domaine administratif, mais dans tous les petits domaines. Présentement, depuis l'arrivée du chef de l'État, le général des brigades, je crois que le bac a retrouvé sa valeur au Gabon. Le retour aux bourses, ça a redonné les jeunes l'envie de croire encore que l'école est une possibilité de réussir. Oui, c'est une possibilité. Le conseil que je pourrais donner à nos jeunes, c'est maintenant réel. Avec le bac, tout peut se réaliser à nouveau au Gabon. Si tu as pu avoir ton bac, plonge dans l'avenir, va de l'avant, crois, c'est réel, c'est un diplôme très nécessaire. Il y a des opportunités qui vont arriver, il y a des emplois qui vont se créer. Crois en ce bac-là, il va t'amener loin. Crois en ce bac-là. Le bac reste le bac, ça a toujours la même valeur. Il ne faut pas suivre les autres, que non, puisque l'autre va faire ça, moi je vais faire ça, non. Réfléchis un peu et souvent demander aussi aux parents, aux aînés, aux voisins, aux grands frères, qui puissent t'orienter un peu. Je sais que c'est difficile, actuellement c'est un peu difficile pour les jeunes de leur donner un peu d'orientation, mais quand même c'est possible pour certains. Il faut toujours demander conseil, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai fait au secondaire. Là, en ce moment-là, celui qui a de l'expérience, un parent, un grand frère, pourra t'orienter que voilà, par rapport à ce que tu as fait, tu peux faire ça. Alors, donc, voici, Suzanne, nous avons regardé cet élément de micro-trottoir où la question était, que pensez-vous? Pensez-vous que le bac soit encore un diplôme prestigieux? Nous avons eu des éléments de réponse. Pour vous, le bac est encore prestigieux? Oui, c'est encore prestigieux. Vu qu'il y a certains corps, voilà, certaines structures où on demande le bac. Très bien. Voilà, donc pour moi, oui. Et toi, pour toi, c'est encore prestigieux? Bah oui, il demeure quand même un diplôme d'accession à l'université, mais il est en train de perdre petit à petit son prestige. Alors, donc, nous sommes toujours avec vous pour les bons plans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Samedi, glacer les choses. Samedi, glaçons les choses, s'il vous plaît. Vous devez glacer parce que ça va chauffer du côté de entre nos bars. Le bac saison 2, parce qu'ils ont dit samedi passé que c'était saison 1. Donc, cette fois-ci, c'est la saison 2 du bac. Vraiment, soyez à l'heure. Surtout, n'oubliez pas, il y aura des invités, il y aura des artistes venus de la Côte d'Ivoire. On va tel le nom parce que c'est un jeu. Actuellement, sur la page, ce sera un jeu. Vous devez deviner l'artiste pour deviner, comment on dit, pour avoir un cadeau. Donc, si vous venez samedi 19 juillet, c'est ça, n'est-ce pas, Teddy? Yes. Samedi 19 juillet, du côté de Entre nos bars, vous avez droit à un cocktail. Les 10 premières personnes ont droit à un cocktail. Les filles, pas les hommes. Nous, on aime les femmes. Donc, les hommes, vous allez payer les filles. Les 10 premières filles du côté de Entre nos bars, il y a l'Ongori. Si vous ratez vous-même là-bas, on va fêter le bac saison 2 avec les admissibles et les admis d'office. Mais Suzanne, ça c'est injuste.
Pourquoi c'est injuste? C'est une décision qui s'apparente à du sexisme, ça, quand même. Moi, j'aime les femmes. D'accord, mais Non, j'aime les femmes qui travaillent. Enfin, vous êtes ce que j'ai dit. J'aime les femmes qui travaillent. Et les 10 filles qui doivent arriver, elles doivent être bachelières ou détenteurs d'une licence, en fait. Vous mettez aussi les bacheliers à l'intérieur? Non, pas les hommes. Oui, les hommes, non, vous devez payer. Pourquoi on va vous... C'est pas facile qu'une femme offre la boisson à un homme. Vous êtes trop chiche. Bon, on a dit égalité des genres et tout ça, donc je crois quand même que c'est la partie où chacun maintenant peut répondre aux besoins de l'un et de l'autre, non? Non. Non? Je refuse. Je répète ce que j'ai dit. Les 10 premières filles détenteurs d'un diplôme, pas les filles qui ont été à l'école un peu tôt. Les 10 premières arrivées auront droit à un cocktail gratuit dès la maison. D'accord, merci. Donc rendez-vous pris pour ce samedi au bar Entre Nous. Bar, c'est ça? Voilà, donc les 10 premières filles, vous avez été gratifiées et vous recevrez un cocktail. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui, je t'ai dit. Maintenant, vous devez me donner une invitation parce que vous devez me payer la boisson samedi. Mais on a dit que les 10 premières là-bas, elles ont... Aïe, excuse-moi, j'aime arriver et puis les yeux sont sur moi, donc je vais forcément arriver en retard. Oh. Bien. À bon entendeur, s'aligne. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Suzanne pour ces beaux plans et ce qui fait le buzz. Alors, nous marquons maintenant la fin de l'émission du jour avec le mot du jour. Alors, le mot du jour est le suivant. Abouli. Abouli. On reprend le mot du jour, c'est abouli. Ce terme désigne un trouble de la volonté caractérisé par une diminution marquée ou encore, voire une disparition totale de la capacité à prendre des décisions et à initier des actions malgré une conscience de ses besoins et de ses intentions. Pour ce mois de juillet, nous vous invitons à vous investir, à prendre des décisions, à surtout ne pas hésiter. Jetez-vous à l'action. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à demain lorsqu'il sera 13h s'il plaît à Dieu. Entre-temps, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous favorise aussi.